Ensuite, on fera les techniques utilisées dans le cadre donc, de la mise en évidence des agents pathogènes transmis par le sang. On fera ensuite un cours sur le VIH et on terminera par le cours sur la syphilis. Donc sans plus tarder, on va commencer par les virus transmis par transfusion sanguine. Donc je suis sûre que vous connaissez la majorité, mais ce serait bien qu'on sache quels sont les différents agents pathogènes susceptibles donc d'être transmis par lors de transfusion sanguine. Donc en introduction, ce qu'on pourrait dire, voilà. Donc, ce qu'on pourrait dire en introduction, c'est que vous savez que le risque infectieux lié à la transfusion sanguine existe pour toutes les familles d'agents pathogènes. Donc, il n'y a pas de familles qui sont exclues. On retrouve aussi bien les bactéries, les virus, que les parasites. Les virus ont été et sont toujours au cœur des progrès majeurs ces dernières années. Il y a vu l'évolution donc de la technologie concernant le diagnostic de ces agents pathogènes. Donc, et c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont au cœur des progrès majeurs. Pour certains virus, donc, la transmission par la transfusion sanguine, elle est bien établie. Donc, vous allez le voir tout à l'heure, et vous le savez, surtout en ce qui concerne donc, le VHV, le VHC et le VIH. Mais d'autres virus susceptibles donc d'être transmis lors de transfusion sanguine sont sous surveillance. Les bactéries sont également transmises par le sang, et rien que parler de la syphilis. Transmissibles par transfusion sanguine ne sont pas dépistés car aucun test de dépistage n'est actuellement disponible. C'est le cas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on en parlera tout à l'heure, de la dengue et de pas mal d'autres agents pathogènes. Le sang des donneurs est soumis à des analyses biologiques obligatoires, parmi lesquelles figurent les tests de dépistage des principales maladies infectieuses transmissibles par le sang. J'entends par là donc le VIH, le VHB et le VHC. Donc les tests donc permettent d'écarter du don d'un sang provenant d'un donneur contaminé en identifiant donc l'organisme du donneur potentiel, soit les antigènes d'un éventuel agent infectieux tel que l'antigène HPS, donc concernant l'hépatite B. Pour les autres agents pathogènes, les traces immunologiques du passage de cet agent infectieux, c'est-à-dire les anticorps, ou bien carrément la mise en évidence donc du génome de l'agent pathogène, et c'est ce qui concerne donc le dépistage du génome viral en transfusion sanguine. Bien sûr que la liste des agents pathogènes et des maladies contractées, elle est évolutive et elle est non exhaustive. Donc ce qu'on va présenter, il n'est pas exhaustif. Il peut y avoir d'autres agents pathogènes qui sont susceptibles d'être transmis par transfusion sanguine. Mais donc ces agents pathogènes concernés nous concernent principalement donc les virus, comme nous venons de le dire, les bactéries et les parasites. Alors, sur ce tableau, on a une classification donc, qui nous permet de voir les principaux agents pathogènes transmis par le sang et les autres virus qui pourraient être transmis également par le sang. Bien sûr, nous avons les trois, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et le virus de l'immunodéficience humaine. Mais aussi les virus HTLV, Human T Lymphotropic Virus, le Kenya Lymphotropic Virus, c'est les virus lymphotrope T humains. Nous avons le cytomégalovirus également, et qui concerne essentiellement la transplantation. On peut avoir également la transmission de l'Epstein-Barr virus et du parvovirus B19 dans certains cas, surtout en période d'épidémie. Ça, c'est ce qui concerne les virus principaux. D'autres virus peuvent être également transmis dans des conditions particulières, telles que le virus de la dengue, qui est une fièvre hémorragique, le virus de West Nile, qui existe en Algérie, le chikungunya, l'Ebola, et j'en passe, parce que la liste, elle peut être. Concernant
les bactéries, on a principalement Treponema-pallidum, qui est l'agent responsable donc de la syphilis. Et pour les parasites, nous avons donc le groupe des Plasmodium, Plasmodium falciparum, et d'autres plasmodiums tels que le Vivax, l'Ovalé ou le Malaria. Mais c'est surtout donc le falciparum. Sur cette slide, ces mêmes virus sont classés en virus majeur, en virus mineur et en virus émergent. Alors, les virus majeurs, je me répète, il s'agit donc du virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH, de Treponema pallidum comme bactérie et de l'HTLV. Ça, ce sont des agents pathogènes majeurs qui sont transmis par transfusion sanguine. Les mineurs, donc qui pourraient être transmis dans certaines conditions, c'est le parvovirus B19, le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite E, l'ADEN, etc. Et les émergents, ça concerne surtout les virus, les émergents, c'est-à-dire ce sont les nouveaux virus donc, qui sont détectés. Je pourrais donner l'exemple par exemple du coronavirus, pour lequel la transmission par le sang elle reste hypothétique, donc on n'est pas très sûr parce qu'il y a une virémie qui est transitoire, c'est un virus émergent. D'autres virus émergents, c'est le cas du West Nile, du chikungunya et j'en passe. Alors, quels sont les agents pathogènes qui sont recherchés obligatoirement en transfusion sanguine? Ce ne sont que des rappels pour vous, parce que vous travaillez dans des centres de transfusion sanguine et vous savez parfaitement quels sont ces agents pathogènes. On commence par les agents viraux parce que ce sont les plus, pas les plus importants, mais les plus fréquemment donc, transmis par le sang. Donc, le virus de l'hépatite B, ou VHB, c'est l'agent de l'hépatite B. Cet agent a été, ou l'identification de l'antigène HBS, qui est la protéine de l'enveloppe virale, elle est obligatoire depuis 1971. Parce que le moyen de diagnostic ou de dépistage de l'hépatite B, c'est d'abord la recherche de l'antigène HBS. Et ensuite, donc, la détection des anticorps anti-HBC, c'est l'antigène qui fait partie de la capside du virus et qui suscite donc la production d'anticorps. Donc cette recherche, elle est obligatoire dans le monde depuis 1988. En Algérie, je crois qu'en 2022, il va y avoir donc il y a l'arrêté qui va sortir qui dit donc qu'il sera obligatoire de rechercher les anticorps anti-HBC donc pour l'hépatite B, en même temps que la recherche de l'antigène HBS. Et vous savez, vous avez fait de cours sur les hépatites, vous savez que les anticorps anti-HBC, ils peuvent être retrouvés isolés donc dans un groupe de sang, et donc ceci fait éliminer donc la poche de sang, parce que c'est une sperme donneur qui a déjà fait l'hépatite B. Et vous savez que les anticorps anti-HBC ne sont pas présents donc chez les personnes vaccinées. Donc on ne risque pas d'éliminer un vacciné plutôt que de quelqu'un qui a fait l'hépatite B, parce que tout simplement les personnes vaccinées n'ont pas, on ne retrouve pas chez eux les anticorps anti-HBC, on ne retrouve que les anticorps anti-HBS. Par contre, les personnes qui ont fait l'hépatite B, donc on peut retrouver aussi bien l'antigène HBS, surtout dans les hépatites chroniques, que les anticorps anti-HBC. Alors, le deuxième virus de l'hépatite C, c'est juste un rappel, au VHC, c'est l'agent de l'hépatite C. La détection, donc, elle est assez récente des anticorps anti-VHC, elle est obligatoire depuis 1990, et en Algérie, je crois qu'elle l'est depuis 1984. Vous savez que c'est un virus, donc, qui a été découvert récemment. En fait, il faisait partie des virus, on disait des virus non A, non B. Et par la suite, donc, il y a eu la découverte de cet agent de l'hépatite C depuis les agents 90. Et la recherche, le DGV, recherche génomique virale, réalisée depuis 2001 en France, donc, a permis de réduire la fenêtre sérologique de 2 mois à 10 jours concernant donc le virus de l'hépatite C. On verra ça tout à l'heure. Juste pour rappel,
on vous dira que, parce qu'avant, pour l'hépatite C, on recherchait aussi bien les anticorps anti-GHC que les ALAT, qui sont les alanines aminotransférases et qui sont donc des enzymes hépatiques, ou des transaminases. Donc, il faut savoir que les ALAT, donc maintenant, ils sont abandonnés. Ils étaient recherchés parce qu'ils étaient témoins du fonctionnement hépatique avec une augmentation de leur activité en cas d'hépatite primitive, de rechute ou d'autres dysfonctionnements hépatiques. Mais ça a été abandonné parce qu'on a observé que ces ALAT n'étaient pas augmentés systématiquement. Parfois, ils étaient diminués. On pourrait penser qu'il n'y a pas d'hépatite C, alors qu'il y a une infection à hépatite C. Donc, on ne recherche plus ce type de transaminase. Le virus de l'immunodéficience humaine, ou VIH1 et VIH2, ce sont tous les deux les agents du syndrome d'immunodéficience humaine acquise. Et vous savez que dans le cadre de la transfusion sanguine, c'est la recherche, le dépistage, la détection des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 obligatoirement, et ceci depuis 1985. Ceci dit, c'était surtout le VIH1 depuis 1985, parce que le VIH2 a été découvert ultérieurement, donc c'est à partir de 1986, et la recherche obligatoire de VIH1 et de VIH2, si mes souvenirs sont bons, est venue autour de 1989. Donc, alors la mise en évidence, ça c'est la mise en évidence des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2, et la mise en évidence, on peut mettre en évidence également l'antigène P24, et d'ailleurs, c'est ce qui est préconisé dans le cadre de la transfusion sanguine, puisqu'il faut utiliser les techniques les plus sportives, qui réduisent au maximum la fenêtre sérologique, et donc les tests combinés, et qui combinent aussi bien la recherche de l'antigène P24 que la recherche des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2. Il y a également donc la recherche génomique virale, ou le DGV, qui est obligatoire depuis 2001 en France, et qui a permis donc de réduire la fenêtre sérologique, c'est-à-dire la période sans anticorps titrables, alors que le sujet abrite l'agent infectieux. Et donc ce DGV a réduit à peu près à une dizaine de jours, donc contrairement aux anticorps qui n'apparaissent qu'au bout de la 3e semaine. On verra ça quand on verra tout à l'heure les tests ou les techniques utilisées dans le cadre de la sécurité transfusionnelle en matière de sérologie infectieuse. Voilà, on a fini donc avec les virus, les principaux du moins, le VHP, le VHC et le VIH, et on va passer donc à l'agent bactérien qui est recherché obligatoirement lors de transfusion sanguine. C'est Treponema pallidum, c'est une bactérie spiroquète et c'est l'agent de la syphilis. Bien sûr, donc le dépistage de cet agent pathogène se fait par le dépistage des anticorps anti-Treponema pallidum, et ceci est obligatoire depuis 1956. Concernant les agents parasitaires, donc moi je suis pas spécialiste de la parasitose, c'est plutôt la microbio, mais on peut dire quand même un mot, c'est la détection des anticorps anti-plasmodium, Plasmodium falciparum et 3 autres espèces donc moins pathogènes qui sont agents parasitaires du paludisme. Il s'agit donc de Plasmodium malariae, du vivax et de l'ovalie. Et donc la détection des anticorps anti-plasmodium est obligatoire depuis 1986 chez les donneurs ayant séjourné en zone d'endémie. Donc elle n'est pas obligatoire pour tous les donneurs, mais uniquement pour ceux qui ont séjourné en zone d'endémie lorsque le don est effectué plus de 4 mois après donc leur retour, et moins de 3 ans, plus de 4 mois et moins de 3 ans après leur retour. Généralement, plus de 5 ans, on peut prendre le sang de quelqu'un qui a déjà fait donc le paludisme. Et généralement, donc, s'ils viennent donner leur sang plus de 4 mois et moins de 3 ans après leur retour, ces donneurs sont éliminés du don de sang. Alors, d'autres agents pathogènes non obligatoires, ils le sont dans certaines régions, mais ils ne le sont pas systématiquement
recherchés dans la sécurité transfusionnelle, c'est les HTLV. C'est la même famille que le VIH, c'est la famille des rétroviridés. On le verra tout à l'heure, on se rappelle quand on fera le cours sur le VIH et en même temps quand on fera les tests de dépistage. HTLV veut dire Human T-cell Lymphotropic Virus, ou virus des leucémies et lymphocytes T. Ce sont des virus qui tirent leur nom de leur tropisme pour les lymphocytes T. C'est des virus qui font partie de la même famille que le VIH, c'est-à-dire la famille des rétroviridés. Par contre, la sous-famille des oncovirinés, c'est-à-dire les virus qui sont liés, qui ont un pouvoir oncogène, alors que les VIH font partie de la sous-famille des lentivirinés, qui sont les virus donc à évolution lente. Mais ils font tous les deux partie de la famille des rétroviridés. Alors, nous distinguons deux HTLV, l'HTLV1 et l'HTLV2. L'HTLV1, il est impliqué dans deux processus malades qui sont les leucémies lympholytées de l'adulte et les lymphomes acellulés T. Il s'agit dans les deux cas de lymphocytes T matures alors l'HTLV est également responsable de la paraparésie spastique tropicale. C'est un trouble à évolution lente de la moelle épinière et qui a des similarités cliniques avec la sclérose. Il faut savoir que l'HTLV n'est pas trouvé partout, mais il y a une répartition géographique dans lesquelles il peut être retrouvé, telles que les îles du sud-ouest du Japon, les Caraïbes, l'Afrique intertropicale, l'Amérique du Sud et certaines parties de l'Océanie. L'HTLV2, qui fait partie de la même famille, bien sûr, la famille des rétroviridés, sous-famille des oncovirinés, il est beaucoup plus restreint que l'HTLV1 et concerne surtout les usagers de drogue partageant leur seringue. Son pouvoir pathogène chez l'homme n'est pas très bien établi. Et la répartition géographique de cet agent pathogène, c'est la Colombie, certaines populations d'Amérindiens du Panama, l'Amazonie brésilienne, le Venezuela et le sud des États-Unis. Bien sûr, ces virus sont exceptionnels, sinon ils sont absents dans notre pays. Le dépistage aussi bien de l'HTLV1 que de l'HTLV2, c'est la détection des anticorps pour les donneurs originaires des zones endémiques. Elle ne concerne que la transfusion sanguine des composants cellulaires parce que ce sont des agents pathogènes, donc des lymphocytes T. Et c'est pour ça que donc il ne concerne que la transfusion sanguine des composants cellulaires. Un autre agent pathogène qui n'est pas recherché obligatoirement en transfusion sanguine, mais qui est recherché obligatoirement dans le cadre de la transfusion, dans le cadre de la transplantation. Il s'agit du cytomégalovirus. Le cytomégalovirus, c'est un virus qui fait partie de la famille des herpès viridés, la sous-famille des bêta-herpès viridés, et donc le genre cytomégalovirus. C'est un virus c'est un virus ADN qui est donc à symétrie icosaédrique et c'est un virus qui est enveloppé. Je rappelle sa structure parce que nous ne l'étudierons pas, alors que pour les rétrovirus, l'hépatite B et l'hépatite C, vous avez déjà fait concernant les agents pathogènes des hépatites, et on fera tout à l'heure le VIH et la syphilis. Alors la recherche des anticorps de type IgG anti-CRV, elle est indispensable, comme je viens de dire, pour préciser le stade immunologique du couple donneur-receveur. Donc c'est surtout dans le cadre non seulement des transplantations d'organes et de tissus, mais également dans le cadre des transfusions de produits sanguins au sujet à risque. Donc le CRV n'est pas obligatoirement recherché pour la transfusion de sang, mais il l'est si il y a des sujets à risque, mais il est obligatoire dans le cadre des transplantations d'organes et de tissus. Et donc la recherche des anticorps anti-CRV, elle est réalisée sur les produits sanguins et donc d'organes destinés à des patients immunodéprimés. Donc à partir du sang de donneur et même pour connaître donc le statut immunologique du receveur.
Alors, la réactivation, donc pourquoi on recherche le C1V, c'est un herpès virus, et les herpès virus sont caractérisés par la latence, donc ce sont des virus qui sont latents, c'est-à-dire qu'on fait une primo-infection, et ensuite le C1V, il est hébergé au niveau des lymphocytes à vie. Et donc, il peut y avoir une réactivation du C1V latent lors de la transplantation, d'autant plus que ce sont des patients immunodéprimés, et donc qui aboutit à l'inhibition du contrôle immunitaire de l'infection et à la dissémination donc par voie hématogène, et il va prendre pour cible les organes sensibles, donc parfois le tissu greffé, et c'est pour ça que le cytomégalovirus, c'est le virus qui est suspecté à plus de 70% dans le cadre de du rejet de greffe. Et d'ailleurs, même chez les patients qui sont transplantés, dès qu'il y a une petite fièvre ou il y a un problème, la première des choses à faire, c'est d'aller rechercher le C1V par biologie moléculaire. Et donc, c'est pour ça que cet agent pathogène est obligatoirement recherché dans le cadre de la transplantation, justement pour éviter la réactivation de ce virus et la possibilité donc qu'il y ait un rejet de greffe. Et la déleucocytation du sang des donneurs est un traitement. Autre chose, c'est que la déleucocytation du sang des donneurs est un traitement prophylactique qui permet d'éliminer aussi bien l'HTLV1E2, le cytomégalovirus, mais également tous les virus qui sont transmis par les leucocytes et non par le plasma. Filtrer les leucocytes. Donc la déleucocytation règle le problème de l'HTLV1E2 Alors un autre agent pathogène qui n'est pas recherché obligatoirement, mais qui l'est dans certains cas, c'est le parvovirus B19, qui fait partie de la famille Parvoviridae. Ce sont de tout petits virus, c'est pour ça qu'on dit, c'est un très petit virus, c'est pour ça qu'on dit parvo, ça vient du mot latin parvum, qui signifie petit. C'est un virus à ADN simple brun, avec une capside qui est icosaédrique. Il est non enveloppé et n'est pathogène que pour les humains, donc on ne le retrouve pas ailleurs. Il a la capacité d'infecter les cellules du sang. Alors, ce virus, donc la transmission par voie sanguine, elle est rare. En dents uniques, le risque est de 1 pour 20 000 à 50 000 dons. Et ce risque par le dépistage de l'acide nucléique viral par PCR peut atteindre 1 sur 30 000, voire 1 sur 400 en période d'épidémie. Donc, on comprend bien que le parvovirus B19 est recherché dans le cas où il y a une épidémie dans une région quelconque, où il y aurait donc cette épidémie de parvovirus B19, et dans ce cas, donc les donneurs de cette région devraient bénéficier du dépistage du parvovirus B19. Alors, le risque de transmission est augmenté de cet agent pathogène lors de l'administration de plasma, même traité par les solvants et les détergents, parce que c'est un virus qui est résistant. Donc, j'ai dit que lors de l'administration de plasma ou de concentré de facteurs anti-hémophiliques. Et comme c'est un virus qui est résistant au procédé donc de désinfection par les solvants et par les détergents, donc il peut quand même être transmis. Et là, il faut savoir également que la transmission de cet agent pathogène est tributaire de la charge virale. Donc, plus la charge virale est élevée, plus le risque est élevé. Et un nombre de 10 puissance 4 par millilitre de la charge virale, 10 puissance 4 copies donc parallèles, est nécessaire pour qu'il y ait une séro-ouverture lors d'un don de sang. D'autres agents pathogènes non obligatoires peuvent également être recherchés. Il s'agit donc de virus émergents, et c'est le cas du West Nile virus. C'est un virus qui est émergent, qui existe en Algérie. Et c'est un virus, c'est un arbovirus. Arbovirus veut dire que c'est un virus qui est transmis par les arthropodes. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'a appelé arbovirus, parce que c'est arthroborne virus.
c'est-à-dire virus transmis par les arthropodes. C'est la famille des Togaviridae, le genre la famille des Flaviviridae et le genre Flavivirus. Donc c'est un virus qui est transmis à l'homme par piqûre de moustique. Et il faut savoir que l'infection humaine, elle est inapparente dans environ 80% des cas. Il peut être transmis par la transfusion sanguine ou par don de greffe. Là aussi, la recherche donc des anticorps anti-virus West Nile pourrait être recherchée dans le cadre donc de si jamais une région est infestée par les moustiques qui transmettent ce virus et qu'il y a donc et que ce virus soit prédominant dans une région. Alors, en été 2002, il y a eu 23 cas de contamination au cours de transfusion et de transplantation qui ont été décrits aux États-Unis et qui étaient donc à l'origine de méningite et d'encéphalite et même de décès. Parce que le virus West Nile est un virus qui peut être responsable donc d'infections banales, asymptomatiques, mais il peut être aussi responsable de méningite ou d'encéphalite. La transmission au cours de l'infection aiguë de donneurs asymptomatiques, donc elle est proche de 80%, et la transmission peut se faire lors des pics saisonniers parce que le West Nile il est retrouvé surtout dans la période été-automne. Et le virus du West Nile est recherché au niveau des États-Unis depuis 2003. Plusieurs régions en Algérie donc sont concernées par cet agent pathogène. Et les résultats préliminaires obtenus durant la première année d'un projet de recherche IPA ont permis de conclure donc la circulation du West Nile, mais aussi il y a une thèse du docteur Hachid qui travaille à l'Institut Pasteur d'Algérie, qui a travaillé donc sur le West Nile, qui confirme que cet agent pathogène est retrouvé dans certaines régions de l'Algérie, au sud, à Timimoun et à Djanet, avec un fort taux de séroconversion, donc supérieur à 50%. Il a été détecté aussi bien chez les donneurs de sang que chez les personnes résidentes dans les différentes localités donc, de cette région. Par ailleurs, il y a également une circulation récente du virus a été mise en évidence dans le nord du pays, donc à Djidjel, où une dizaine de cas de méningoencéphalite à liquide clair ont été déclarés en octobre 2016. Donc c'est un virus qui circule qui existe en Algérie, au sud et à l'est du pays, et donc ces régions pourraient peut-être un jour être concernées par le dépistage du West Nile et par la recherche des anticorps anti-West. Tout à l'heure, en introduction, on avait dit qu'il y a des agents pathogènes qui ne sont pas obligatoirement recherchés. D'ailleurs, on ne peut pas les rechercher parce qu'il n'y a pas de moyen de diagnostic. Il s'agit des prions, ce sont les agents transmissibles non conventionnels, les AT1C. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? Parce que ce ne sont ni des bactéries, ni des virus, ni des parasites. Ce sont des protéines, mais qui sont infectieuses et donc il est impossible de dépister par un diagnostic, par exemple, sérologique. Les AT1C ou les agents transmissibles non conventionnels, ou appelés prions également, ils ont une taille de 15 à 40 nanomètres. Ils sont responsables d'encéphalopathies subélues spongiformes, c'est les ESST, donc transmissibles. C'est le cas du Creutzfeldt, Jacob et d'autres infections. Une infection donc chez les bovins, c'est l'ESB, ou plutôt le virus responsable de l'ESB, donc de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou la vache folle, qui a été donc retrouvée dans le cheptel britannique. Et donc l'existence de cet AT1C donne la possibilité de transmission lors des dons d'organes et de tissus. Je vous ai mis sur cette image juste l'accumulation d'une protéine donc dans les cellules qui a été donc prise après une coloration. Alors,
Concernant ces AT1C, entre 1995 et la fin de 2006, 160 cas de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob donc a été retrouvé en Grande-Bretagne. Et vraisemblablement, la transmission de l'agent de l'ESP, il y a eu donc vraisemblablement la transmission de l'agent de l'ESP, qui est le prion du bovin à l'homme. Et donc il y a eu la transmission interhumaine de prions classiques qui ont été décrits au niveau de la greffe, de Dürmer, de Cornet et lors d'hormonothérapie dans les années 80. Donc, il y a risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par le sang. Et 2 cas ont été décrits en 2003 et en 2004. En France, depuis le 1996 et en Belgique, les suspicions de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subacqueuse spongiforme transmissibles humaines ont été inscrites sur la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire. Bien sûr, ils ne peuvent pas être recherchés parce qu'ils ne bénéficient pas de moyens de diagnostic. Et c'est pour ça que, comme il n'y a pas de possibilité technique de dépistage, ils ont pris certaines précautions pour exclure donc du don des personnes qui pourraient être concernées par cette maladie. Et donc, quelles sont les personnes qui sont éliminées du don et qui sont suspectées de cette maladie? C'est s'il y a déjà eu une maladie à prion dans la famille, s'il y a eu un traitement par les hormones hypophysaires, s'il y a eu des transplantations, des opérations de cerveau ou de moelle épinière, s'il y a eu un séjour au moins de 6 mois en Grande-Bretagne entre 1980 et 1986, donc quand il y a eu, quand ils ont dépisté justement le virus de la vache folle, chez les donneurs qui sont transfusés depuis 1980, donc dès 2004, et également l'interdiction des produits sanguins en provenance de la Grande-Bretagne. Donc c'était pendant la période où il y a eu le dépistage de cette infection, et ce sont les mesures donc, qui ont été prises pour prévenir justement la transmission de ces agents transmissibles non conventionnels. Voilà ce que j'avais à dire donc sur les agents pathogènes qui sont transmis en transfusion sanguine pour ceux qui sont obligatoirement recherchés dans des circonstances particulières, dans des conditions particulières. Donc il faudrait avoir ces agents pathogènes en tête et savoir qu'il n'y a pas que le VIH, le VHP, le VHC, la syphilis et probablement le plasmodium qui sont recherchés, évidemment, ils sont recherchés obligatoirement, mais un jour on pourrait être appelé donc à rechercher d'autres agents pathogènes qui seraient susceptibles d'être transmis par la transfusion sanguine. Voilà, merci donc pour ce premier cours, on a terminé.